Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire ce soir, le FAFSI poursuit sa mission d'accompagnement des femmes. Une convention vient d'être signée avec la CNPS ce mardi. Elle garantit la couverture sociale des bénéficiaires du fonds d'appui. En seulement 8 mois, le taux de grossesse en milieu scolaire a augmenté de 5% en Côte d'Ivoire. Quelles sont les raisons de cette hausse et surtout, comment lutter contre ce fléau? Nous serons en plateau avec la présidente de l'ONG ProKids. Et au Sénégal, 9 mois de prison avec sursis pour Ousmane Sonko. Verdict tombé hier en appel, une condamnation qui pourrait compromettre son ambition présidentielle. L'opposition appelle à la mobilisation. Je vous le disais, le FAFSI poursuit sa mission de soutien aux femmes. Ce mardi, au cabinet de la Première Dame, une convention a été signée avec la CNPS afin de garantir aux bénéficiaires du fonds d'appui une couverture sociale. Le reportage de Salif Yalekoué et Mathurin Badé. Ces dames, bénéficiaires du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, pourront bientôt s'enregistrer au RSTI, le régime social des travailleurs indépendants. La convention pour cette couverture sociale a été signée par le FAFSI, avec à sa tête son initiatrice, la Première Dame, Dominique Ouattara, et la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, dirigée par Charles Kouassi. Une couverture avec de nombreux avantages. Le régime social des travailleurs indépendants, RSTI, de la CNPS, permettra d'octroyer une couverture sociale à nos sœurs afin de leur garantir la pérennité de leurs activités. En effet, elles pourront ainsi continuer d'exercer leurs activités dans la quiétude et la sérénité, en étant protégées contre les risques de perte de leurs revenus en cas de maternité, d'accident, de maladie ou de retraite. Témoin de ce partenariat au profit des femmes, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, qui a salué les actions sociales de la Première Dame ivoirienne, encourageant par ailleurs les bénéficiaires à s'enrôler pour la couverture maladie universelle. Une initiative qui présage des lendemains meilleurs pour ces femmes, bénéficiaires du FAFSI, à en croire leur porte-parole. Grâce à ce fonds, j'ai pu recevoir une formation gratuite pour bien gérer mon commerce de produits alimentaires. Ensuite, j'ai reçu un montant de 300 000 francs pour démarrer ma propre entreprise. Après ce premier prêt, que j'ai entièrement remboursé sur 12 mois, j'ai encore reçu 500 000 francs pour garantir mon activité. Je vais bénéficier du régime social des travailleurs indépendants. Ce régime me permettra d'avoir des allocations de congé de maternité, une assurance retraite et d'être prise en charge en cas de maladie. Initié en 2012 avec un capital de 1 milliard de francs CFA, le capital actuel du FAFSI est de 25 milliards de francs CFA. 353 000 femmes reparties sur toute l'étendue du territoire national ont bénéficié de ce projet. Grâce à un retour sur investissement, ce sont au total 71 milliards 700 qui ont servi, à ce jour, l'on note un taux de remboursement de 98%. En Côte d'Ivoire, le nombre de grossesses en milieu scolaire a augmenté de 5% en moins d'un an. C'est ce que révèle le dernier rapport du CNDH avec des cas plus nombreux dans la région de l'Anawa, un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur et qui affecte l'avenir des jeunes filles dans le pays. Le point de Pierre Dipomela. 3 588 grossesses enregistrées en Côte d'Ivoire en 2022 chez les collégiennes et lycéennes. Cette effroyable statistique, livrée par le Conseil national des droits de l'homme dans un communiqué, indique que le fléau est en hausse de 5% dans le pays. Et pourtant, le ministère en charge de l'Éducation nationale et plusieurs ONG parcourent les établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes filles. Dans cette course aux grossesses précoces, la région de l'Anawa est en tête de peloton avec 294 cas, suivie de la région du Poreux et du Béquet avec chacune 268 cas. La région de la Maraoué vient avec 234 grossesses, le Haut-Sassandra 199, les Grands Ponts 154, la région du Go, 145 lycéennes enceintées, 144 autres dans la Niébi-Tiassa et enfin 131 grossesses enregistrées dans la région de San Pedro. La situation est grave face aux nombreuses conséquences sociales, économiques et psychologiques sur les victimes, mais aussi sur leurs proches. Les grossesses en cours de scolarité sont l'une des raisons à la base du décrochage scolaire de milliers de jeunes filles chaque année, parents
Élèves, enseignants et pouvoirs publics sont tous interpellés. Et pour parler de cette situation et surtout comprendre les raisons de cette hausse, notre invitée ce soir est la présidente de l'ONG ProKid, une organisation non gouvernementale qui sensibilise et lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Bonsoir Madame Aïcha Traoré, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez été surprise par ce rapport, par cette augmentation en moins d'un an des cas de grossesse en milieu scolaire? Merci, et je dirais oui et non. Oui, parce que quand même quand on se lève chaque matin et qu'on va vers les jeunes pour les sensibiliser, c'est dans l'espoir que le taux vraiment diminue. Mais non, parce que quand on est sur terrain aussi, on a vraiment l'impression que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur tout le temps. Et les chiffres ou la réalité sur le terrain, parfois est très épatant et très touchant. Donc oui et non. Quelle est la réalité sur le terrain? Qu'est-ce que vous voyez? Je sais que vous avez sillonné plusieurs collèges et lycées. Qu'est-ce que vous avez remarqué de flagrant qui expliquerait ces grossesses en milieu scolaire? Il faut comprendre qu'à Abidjan, comme à l'intérieur du pays, parce que nous travaillons bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, le phénomène diffère, les causes diffèrent. Parce qu'à l'intérieur du pays, c'est beaucoup plus axé sur les questions de pauvreté, de manque d'accès à la bonne information. Parce qu'il y a un sérieux problème actuellement lié au service de planification familiale, où les gens commencent à croire que ça rend stérile et tout. Il y a beaucoup de préjugés qui sont en cours et qu'il faut déconstruire. Et ça devient un nouveau travail. Qu'est-ce qui rend stérile, pardonnez-moi? Les méthodes de contraception, en fait. Ça rend stérile, ce qui est faux, complètement faux. Et malheureusement, il y a eu des personnes qui ont propagé ces informations. Et il faudra aujourd'hui encore repartir et déconstruire. Donc ça nous amène à voir que à Abidjan, comme à l'intérieur, il y a encore beaucoup de travail à faire sur la sensibilisation, oui, mais aussi à la déconstruction de ce qui a été déjà perçu comme problème et comment est-ce que les jeunes arrivent à avoir la bonne information. Mais malgré justement vos efforts, les efforts des ONG, les efforts des autorités, pourquoi cette augmentation en seulement 8 mois? Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? On aimerait bien donner toutes les explications, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Déjà, l'absence ou l'absence partielle des parents qui pensent que ce fléau ne les concerne pas, alors que c'est un fléau qu'il faut tacler avec une synergie complète, c'est-à-dire le système éducatif, les activistes comme nous, les télévisions, et les enfants eux-mêmes et les parents qui sont au cœur de ce phénomène. Donc je pense déjà que c'est tout ces paramètres qu'il faudra prendre en compte dans la lutte de ce phénomène-là. Une des mesures qui avait été prise notamment pour lutter contre ce phénomène, c'était l'augmentation de la taille des jupes des jeunes filles. Est-ce que finalement c'est un échec cette mesure? Est-ce qu'on peut le dire? Je ne peux pas dire que c'est au vu de l'augmentation, c'est voué à l'échec, mais je veux bien dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille au-delà de l'apparence. Ce n'est plus une question d'apparence, c'est une question d'information et de décision des jeunes. Donc, il faut pouvoir vraiment influer sur leurs décisions et agir sur l'environnement dans lequel ils sont. Est-ce que vous êtes sollicité en tant qu'ONG par le ministère de l'Éducation nationale pour justement travailler ensemble, trouver des solutions concrètes pour endiguer ce phénomène? Je dirais oui, parce que depuis 2019, le ministère de l'Éducation nationale travaille avec nous sur beaucoup de paramètres en ce qui concerne les grossesses en cours de scolarité. Et déjà, il faut dire que le nom a changé. Et ça c'est un autre débat. Voilà. Donc, vraiment, c'est un travail qu'on fait déjà. Ils sont assez impliqués, ils sont conscients de l'ampleur de cette thématique-là. Et je pense qu'il faut juste que tous les acteurs comprennent qu'on doit travailler en parfaite synergie et que tout le monde a un rôle à jouer. Quelles solutions pouvez-vous proposer en tant qu'ONG pour lutter contre ce fléau? Il faut continuer la sensibilisation, ce qu'on fait déjà beaucoup. Il faut continuer, mais il faut surtout opter pour un renforcement de capacité du personnel qui sensibilise. Parce que comme j'aime bien le dire, sensibiliser c'est bon, mais sensibiliser bien c'est mieux. Donc, il faut que le ministère s'implique à nous former, à renforcer les capacités de toutes ces ONG qui agissent sur le terrain pour que les jeunes aient la bonne information et non juste une information. Et il faut certainement envahir les réseaux sociaux, ce que nous on fait avec notre campagne digitale qui commencera en juin, avec les sensibilisations sur les comportements à risque. Et il faut aussi que les jeunes comprennent que la sexualité, c'est une responsabilité. Il faut être prêt avant d'aller vers la sexualité. Merci infiniment, Madame Aïcha Traoré. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG ProKid. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.
Et puis la conférence Risque Pays organisée par le cabinet Bloomfield Investment vendredi n'a pas servi qu'à publier la note obtenue par la Côte d'Ivoire en matière d'attractivité pour l'investissement. Elle a été aussi le lieu de discuter de thématiques importantes, notamment sur le lien entre l'environnement socio-politique et l'investissement. Une question débattue lors d'un panel par des politiques, comme nous le montrent Nadja Eja et Mathieu Rambadé. Outre la publication de la note de la Côte d'Ivoire, qui est cette année de 6,2 sur 10, la 7e édition de la conférence Risque Pays, organisée par l'agence de notation financière Bloomfield Investment, s'est articulée autour de 4 panels, dont celui sur la recomposition du paysage politique ivoirien et ses perspectives. On estime que, surtout dans nos pays africains, que la politique, c'est un sujet tabou. Nous avons décidé justement de désamorcer cette bombe, de crever cet abcès et de dire on peut parler de politique, d'environnement politique, parce que ça représente le premier risque d'ailleurs. L'instabilité sociopolitique représente le premier risque pour un investisseur. Durant environ 2 heures, les panélistes ont développé leur point de vue sur la question, relevant tant les avancées en la matière que les efforts pour un environnement totalement rassurant et propice à l'investissement. La Côte d'Ivoire a des fondations qui existent depuis les années qui ont été construites, que chaque homme politique, chaque leader a essayé de construire. Il faut tout simplement améliorer la gouvernance, et la gouvernance à la fois démocratique, la gouvernance économique, la gouvernance sécuritaire et surtout, il faut instaurer un climat politique de paix. J'ai souhaité qu'il y ait un état de droit en Côte d'Ivoire, que le citoyen soit protégé par la loi, que tous les citoyens soient protégés dans le même registre qui justement permet aux investisseurs de venir dans un pays, d'apporter de la plus-value, d'apporter leur contribution pour réaliser le développement intégré, le développement autogéré. Pour le grand public, composé d'investisseurs désireux d'élargir leur champ d'action à la Côte d'Ivoire, ce thème était parmi les plus attendus. Ce n'est pas totalement rassurant, mais on s'adapte parce qu'il y a au moins l'effort de pouvoir communiquer, de partager et de proposer des solutions ensemble. Je suis restée sur mes fins, mais bon, ce que nous retenons de ce que les aînés nous ont dit, c'est que quand on est un investisseur, on doit pouvoir s'adapter dans le pays auquel on souhaite investir. Donc je considère que nous devons nous adapter en fonction du contexte politique. En plus de la politique, la réinvention du système éducatif, la meilleure stratégie pour une décentralisation économique effective et le développement économique culturel étaient au cœur des échanges. Dans l'actualité sportive, Yacine Idriss Diallo, le président de la FIF, a achevé sa première année de mandature. Le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football a donc dressé un bilan. À cette occasion, le président de la Maison Vert a réitéré sa volonté de bâtir un commando pour décrocher la CAN 2023. Le reportage de Salif Yalekwe, Armel Yao et Tanguy Kona. Yacine Idriss Diallo devenait officiellement le 23 avril 2022 le 13e président de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Après un an à la tête du foot ivoirien, Yacine Idriss Diallo a dressé un bilan devant journalistes, acteurs majeurs du football et autres partenaires. La modification des statuts, qui mettent en exergue l'augmentation du nombre de clubs de Ligue 1 de 14 à 16 et celle du nombre des membres, du comité exécutif passé de 20 à 25 membres, ont été, entre autres, les points saillants de ces premiers mois. En ce qui concerne la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football que la Côte d'Ivoire va accueillir à partir de janvier prochain, le président de la fêtière du football ivoirien a affiché ses intentions. On est en train de reconstruire une équipe avec des anciens et des nouveaux joueurs. On est en train d'essayer de créer une symbiose et une dynamique. On a intégré et responsabilisé les anciens joueurs dans l'encadrement de la sélection. Des anciens joueurs qui ont fini des formations et qui sont rentrés au pays qu'on a intégrés. Et nous sommes en train donc de constituer ce que j'ai appelé une équipe commando, parce que tout simplement, quand nous allons aller à la CAN 2023, organisée en 2024, il faut que notre équipe soit capable de surmonter tous les défis et qu'elle aille au bout de cette compétition. Un exercice salué par les participants qui donnent leur avis sur ce bilan. Il y a eu des avancées notables. Par exemple, on a constaté que le pool des sponsors a été élargi. Il y a aussi des compétitions qui avaient été arrêtées depuis quelques années qui ont été relancées.
Au niveau de la sélection nationale, on a vu la mise en place d'un nouvel encadrement technique, d'un nouveau staff qui inclut les anciens internationaux. Et ça, c'est une bonne chose. Déjà, c'est bien de faire l'état des lieux après une année de gestion. Il est revenu un peu sur son programme, ce qu'il a fait. Je pense que pour l'état des lieux, on peut bien le considérer. Voilà, il a parlé de la revalorisation des salaires, des subventions et autres. Les perspectives concernant l'héritage de la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire et surtout l'objectif qui s'est fixé pour les éléphants. Je pense que c'est une bonne sortie, c'est des échanges qu'on a besoin entre un élu d'une fédération et les médias. Il y a quelques jours, un séminaire portant sur le plan stratégique 2023-2026 du football ivoirien a réuni plusieurs acteurs. Un plan stratégique sera finalisé le 16 mai prochain. Le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes pour la 13e fois. Ce rendez-vous de 5 jours rassemble près de 20 pays avec le Congo à l'honneur cette année. Un événement qui devrait attirer près de 100 000 passionnés de littérature jusqu'au 13 mai prochain. Le reportage de Nikema Moussa, Issa Koné et Zécré Joseph. Le livre dans tous ses états, c'est le thème de la 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Après plus d'une décennie d'existence, le SILA, selon son commissaire général, est devenu l'unité de mesure de la vitalité de l'industrie du livre en Côte d'Ivoire. Contre vents et marées, le SILA poursuit son destin et s'impose comme le baromètre de la vie du livre dans notre pays. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes, entreprises et institutions qui sont à nos côtés cette année, chaque année, après année, de même que toutes celles qui ont accepté de nous rejoindre à l'occasion de cette 13e édition. Pays à l'honneur, la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs du Congo-Brazzaville a exprimé sa joie de représenter une terre de littérature dans une autre tout aussi riche de sa littérature. Autorité tutélaire de ce salon, Françoise Remarque est revenue sur les attentes de la thématique de ce rendez-vous du livre et n'a pas manqué de saluer la présence du pays à l'honneur en signifiant la riche industrie littéraire qu'il abrite. Le livre dans tous ses états est une invitation à regarder le livre sans préférence du genre, de faire cette introspection nécessaire en tenant compte de l'évolution de ce secteur et la prise en compte de nombreuses attentes de ses acteurs. Le Congo constitue l'un des viviers les plus importants d'écrivains africains d'expression française. C'est un bouillonnement littéraire continu dont vous pouvez être fiers et la composition de votre délégation en est le reflet. Comme la ministre, les auteurs se réjouissent de la tenue de ce salon et gardent de grands espoirs sur ses retombées. J'entends par livre dans tous ces états, déjà en termes de forme, en termes de diversification de l'offre littéraire. C'est un thème qui est judicieusement conçu et c'est bien. La 13e édition du Salon international du livre d'Abidjan, c'est 20 pays invités pour plus de 100 000 visiteurs attendus. Outre les expositions de livres, cette édition comprendra également des panels, des cafés littéraires, des remises de prix littéraires et bien d'autres articulations. Et puis c'est une étape historique pour la Côte d'Ivoire. Une femme a été nommée présidente du Conseil constitutionnel. Il s'agit de Chantal Nanaba Camara. Elle prendra fonction le 21 juillet 2023 pour une durée de 6 ans. Magistrate hors hiérarchie et présidente de la Cour de cassation. Elle remplace Mamadou Koné, 70 ans, en fin de mandat. Et à l'étranger, au Sénégal, on appelle hier, Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, une condamnation qui pourrait compromettre ses ambitions présidentielles. À Dakar, l'opposition appelle à la mobilisation. Le récit de Mardoché Kwasi. La coalition d'opposition sénégalaise Yewwi Askan Wi a appelé ce mardi à la mobilisation contre la menace d'inéligibilité pesant sur un de ses leaders, Ousmane Sonko, à la suite de sa condamnation. Une peine de 6 mois de prison avec sursis prononcée lundi en appel pour diffamation et injure contre le ministre du Tourisme. Cette condamnation pourrait entraîner la radiation des listes électorales de ce candidat déclaré à la présidence que le discours contre les élites rend populaire parmi les jeunes. Son éventuelle élimination a provoqué la réaction de ses camarades
de l'opposition. En réalité, la seule chose qui a changé, il faut que l'opinion internationale le sache, c'est le rêve d'inéligibilité qui plane sur la tête du président Ousmane Sonko. J'ai dit un rêve parce que c'est un rêve de Macky Sall. Ce sera aux Sénégalais de déterminer est-ce qu'ils accepteront que Macky Sall continue ce cauchemar qu'il est en train de nous faire vivre, c'est-à-dire éliminer ses adversaires politiques, ou là, on va l'arrêter, le stopper pour de bon. Nous en appelons à la mobilisation du peuple sénégalais et des forces vives de la nation, pour qu'au-delà de la marche du F24 du 12, pour que le 19 soit une grande manifestation afin de contrecarrer toutes ces perspectives pour entraver la candidature du président Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a maille à partie avec la justice depuis 2021. Il crie au complot ourdi par le chef de l'État pour l'écarter de la présidentielle et réaliser le dessein qui lui est prêté d'un 3e mandat. Cette dernière condamnation à 6 mois de prison avec sursis pourrait sonner le glas de ses ambitions présidentielles, même si lui assure qu'il ne se laissera pas faire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.